La maison de vacances de la famille Ellington ressemblait à une carte postale. Bardage en bois, terrasse faisant tout le tour et une vue imprenable sur le lac d'Annecy qui attirait tous nos proches chaque été. À l'intérieur, en revanche, c'était un véritable vacarme. Les oncles discutaient bruyamment de pêche, les cousins se couraient après dans le couloir. Ma mère, Evelyne, régnait en maître. Dans la cuisine, un verre de vin à la main. J'avais appris depuis longtemps que l'endroit le plus sûr pour moi, lors de ces réunions, était un coin calme, de préférence hors du champ de vision de Kevin. Mon frère aîné s'épanouissait dans cet environnement. Chacune de ces histoires semblait devenir plus extravagante à mesure qu'il les racontait, chaque rire qu'il provoquait faisant briller ses yeux. Depuis le canapé, je l'observais retenir une petite foule près de la cheminée, mimant une énième blague potache d'école de commerce. « Tiens, voilà. Celle qui sort de l'ombre, lança-t-il quand il m'aperçut. Son sourire était large, mais son ton avait une pointe d'agressivité que je connaissais bien. Attention tout le monde, Marie est de sortie. Rangez l'argenterie. Quelques personnes ricanèrent. Je baissai la tête en me dirigeant vers l'escalier. Souvenez-vous de Noël, quand elle a démoli la vitrine en porcelaine de grand-mère, continua-t-il, haussant la voix pour que tout le monde entende. Ça a coûté quoi à papa, 3000 €? C'était un accident, dis-je. Doucement sans me retourner. C'est bien ça ton problème, Frangine. Chez toi. Tout est toujours un accident. J'atteignis la première marche, espérant qu'il resterait là où il était, mais ses pas me suivirent. Au moment où j'arrivais sur le palier, il était juste derrière moi. Tu t'enfuis encore? Sa voix avait baissé, assez près pour que je sente son souffle sur mon oreille. Je suis juste fatigué, répondis-je. Tu es toujours fatigué. Il me contourna, bloquant l'accès au 2e étage, les bras en croix sur la rambarde. Tu ne passeras pas. Le dragon garde le château. C'était un vieux jeu de notre enfance, mais il n'y avait aucune malice ludique dans ses yeux. J'essayai de passer sous son bras, mais ses mains frappèrent mes épaules avec force. La poussée me coupa le souffle avant que mon corps ne bascule en arrière. Les escaliers se floutèrent, le bois contre ma colonne vertébrale, une torsion brutale en pleine chute. J'entendis le craquement avant que la douleur ne m'envahisse. Étendu sur le dos, fixant le plafond, j'essayai de bouger mes jambes. Rien. Au-dessus de moi, des pas tonnerres. La voix d'Evelyne perça le brouhaha. Marie, lève-toi. Tu n'as rien. La voix de Kevin suivit. Désinvolte et froide, c'était juste une blague. La moquette me grattait le cou alors que j'essayais de donner un sens à cette douleur qui semblait pulser depuis le bas de mon dos. Les voix continuaient de provenir de la salle à manger. Les rires, le bruit des couverts, le même chaos joyeux qu'avant. Ma chute n'avait pas interrompu la fête, elle l'avait juste décalée de quelques mètres. Kevin s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, m'observant comme si je faisais partie des divertissements de la soirée. C'était juste une blague, dit-il à la cantonade, mais assez fort pour que toute la pièce entende. Elle en rajoute. Evelyne arriva en trombe, ses talons claquant sur le parquet, son verre de vin toujours à la main. Ses yeux me survolèrent comme si j'étais une serviette tombée par terre. Marie, franchement, tu gâches la soirée. Les gens sont venus pour se détendre, pas pour te regarder bouder par terre. Je ne sens plus mes jambes, dis-je d'une voix ténue. Grant apparut. Derrière elle, une légère odeur de cigare émanant de lui. Tu as toujours été trop sensible, marmonna-t-il, comme si cela expliquait tout. À l'autre bout de la pièce, tante Ruth était assise, raide,
sur l'accoudoir d'un canapé, son regard oscillant entre moi et les autres. Elle ne parlait pas, mais son malaise était écrit sur son visage. Lily, 8 ans, la petite fille de Ruth, s'échappa du groupe des plus jeunes et rampa vers moi. « Tu t'es fait mal ?» chuchota-t-elle, ses grands yeux bruns ronds d'inquiétude. « Oui, murmurai-je. »« Alors pourquoi il ne t'aide pas ?» Je n'avais pas de réponse. « J'ai besoin d'un médecin, dis-je plus fort, forçant ma voix à porter. Quelque chose ne va pas. Grant secoua la tête. On ne va pas gaspiller de l'argent aux urgences pour du théâtre. Tu iras bien dans 1 heure. Ruth bougea comme pour se lever, mais Evelyne lui lança un regard qui la cloua sur place. Lily me serra la main avant que sa mère ne l'appelle. Je fixais le plafond, la chaleur montant derrière mes yeux. L'engourdissement dans mes jambes se propageait, une marée glacée remontant le long de mon corps. J'essayai une dernière fois de me redresser, et une douleur brûlante traversa mon dos, me coupant le souffle. Quelque part au-delà du bourdonnement dans mes oreilles, j'entendis la voix de Marcy, ma cousine par alliance, tranchante, ça suffit. J'appelle le 15. Depuis le sol, je pouvais voir la table à manger encombrée d'assiettes et de verres, la lumière chaude se reflétant sur l'argenterie polie. Je tremblais. Maintenant, bien que la pièce me semblât étouffante. Chaque fois que je tentais de bouger, la douleur déchirait ma colonne. Marcy croisa mon regard. Elle était en train de manger un morceau de poulet rôti quand elle s'arrêta de mâcher, le regard durcissant. Elle posa sa fourchette, se leva et s'approcha. « Marie, tu trembles, dit-elle doucement. Je ne sens plus mes jambes, murmurai-je. Avant que je puisse en dire plus, la voix de Grant coupa l'air, elle va bien. Marcy, n'encourage pas ça. Marcy ne détourna pas les yeux. J'appelle le 15. Tu ne feras rien, lança Grant, son ton assez tranchant pour faire taire la table. Personne n'appelle. Ce n'est pas une urgence. Marcy sortit son téléphone de sa poche. Asseyez-vous, Grant, ou restez là à me regarder. Faire. Sa voix était stable, presque ennuyée, mais ses jointures étaient blanches autour du téléphone. L'appel dura moins d'1 minute. Au moment où elle raccrocha, Evelyne commençait déjà à se donner en spectacle, se lamentant sur la façon dont cela allait gâcher tout le week-end. Quand les secours arrivèrent, leur efficacité calme trancha avec le bruit ambiant. Je sentais leurs mains ganter vérifier mon pouls, ma respiration, me poser des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Grant et Evelyne rôdaient à proximité, contestant tout. Elle exagère, insistait Evelyne. L'un des urgentistes, un homme grand, au regard bienveillant, souleva doucement l'ourlet de mon pull. Son visage se figea imperceptiblement. Ces marques ne datent pas d'aujourd'hui, murmura-t-il à son équipier, juste assez bas pour que je puisse l'entendre. La femme hocha la tête, ses yeux scannant les ecchymoses disparates le long de mes côtes. Possible traumatisme médulaire, dit-elle, puis ajouta à mi-voix. Et un historique de maltraitance. L'homme se redressa, sa voix calme, il vaut mieux appeler la police. Le trajet en ambulance passa dans un brouillard de fragments, des sirènes au-dessus de moi, des échanges radio saccadés, le poids de la minerve autour de mon cou. À l'hôpital, ils m'emmenèrent directement dans une salle lumineuse où une femme en blouse bleue se présenta comme le docteur Patel. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient perçants, analytiques. Nous allons faire une IRM complète, dit-elle, étant donné vos symptômes. Je veux tout voir. Ils me transférèrent sur une table étroite. Le fracas de la machine commença presque immédiatement, chaque coup métallique résonnant à travers mes os.
Je fermais les yeux, mais l'image du sourire en coin de Kevin continuait de percer l'obscurité. Quand ce fut fini, le docteur Patel revint avec une tablette. Elle tira une chaise près de mon lit. Ceci, dit-elle en montrant un arc blanc brillant sur l'image, est votre vertèbre L3. Il y a une fracture par compression, c'est la blessure d'aujourd'hui. Mais son doigt se déplaça vers d'autres endroits, des contours fantomatiques de côte et de colonne. Ceux-ci sont plus anciens. Celui-ci, peut-être 2 mois. Celui-là, 6 mois. Et ici, elle tapota près du haut de mon dos, au moins 1 an. Je fixais les images, la preuve que je n'avais jamais eue auparavant. Kevin, dis-je doucement. À cause de ces jeux. Son expression ne changea pas, mais une immobilité s'installa. Marie, ce ne sont pas des jeux. C'est un traumatisme. Répété. Elle se leva, parlant doucement dans son téléphone près de la porte. Je saisis les mots, protection de l'enfance, et police. Quand elle revint, elle s'assit à nouveau près de moi. J'ai contacté les services sociaux et les autorités. Quelqu'un viendra vous parler. Vous avez été blessé, et nous prenons cela très au sérieux. Ma gorge se serra. Personne ne m'avait jamais dit ces mots. La voix du docteur Patel s'adoucit, nous vous croyons. Un coup frappa à la porte et une femme avec un carnet entra. Elle se présenta comme Tessa Myers, des services de protection de l'enfance. Elle tira une chaise près du lit, ses mouvements mesurés, sa voix posée. Marie, je sais que le docteur Patel vous a déjà parlé, mais j'ai besoin d'entendre votre histoire avec vos propres mots. Toutes les blessures, tous les incidents dont vous vous souvenez. Au début, les mots restaient bloqués. Des années à s'entendre dire que j'étais maladroite rendait difficile la qualification des faits. Mais Tessa attendit, patientée, inébranlable, jusqu'à ce que le silence se brise. Je lui parlais de la chaîne de vélo que Kevin avait desserrée quand j'avais 13 ans, de la chute à la cantine qu'il avait provoquée, des bousculades qui m'avaient laissé les côtes meurtries. Elle notait tout, sans changement d'expression, mais je voyais son stylo appuyé plus fort à chaque détail. Un coup à la porte nous interrompit. Tante Ruth entra, ses yeux jetant un coup d'œil vers le couloir avant de fermer la porte. Elle portait une grande enveloppe Kraft qu'elle déposa sur la tablette. J'aurais dû faire ça il y a des années, dit-elle, la voix basse. Ce sont des photos de fêtes de famille, de Noël, d'anniversaire. Tu ne savais probablement même pas que je les gardais. Je sortis les photos, moi au barbecue du 14 juillet, une ombre violette le long du bras. Noël il y a 2 ans, mon sourire crispé, une marque pâle visible sous le correcteur. Une autre. D'un anniversaire de cousin, en manches longues par 30 degrés. Avant que je puisse parler, mon téléphone vibra sur la table. Un SMS de Marcy, vérifie tes emails maintenant. Tessa ouvrit la vidéo jointe sur sa tablette. L'écran montrait l'escalier de la maison du lac, filmé sous un angle suggérant que la personne tenant le téléphone était concentrée sur autre chose. En arrière-plan, Kevin se plaçait devant moi, disait quelque chose d'inaudible, puis me poussait. La caméra tremblait, mais ma chute était claire. Tessa garda les yeux sur l'écran jusqu'à la fin. Ça change tout, dit-elle. 10 minutes plus tard, un officier en uniforme entra pour prendre une déposition. En partant, je l'entendis dire au docteur Patel qu'ils allaient requalifier l'accusation en violences aggravées. Quelque part dans le couloir, le son de la voix de ma mère s'éleva, aigu et frénétique. Le lendemain matin, la télévision de l'hôpital diffusait en boucle un segment de l'émission matinale locale. Evelyn était assise sur un canapé à côté de Grant,
Sa posture parfaite, un mouchoir serré dans sa main manucurée. Elle s'essuyait les yeux tandis que l'animateur se penchait avec compassion. Notre fille souffre depuis des années, dit Evelyne, sa voix tremblant juste assez. Nous avons essayé la thérapie, une attention particulière, tout. Mais elle a toujours été jalouse de la réussite de Kevin. Grant hocha la tête solennellement. Ces accusations viennent d'un sentiment de ressentiment. Elle a toujours été maladroite. Nous avons des dossiers médicaux remontant à des années. Cette dernière chute n'est qu'un énième accident malheureux qu'elle rejette sur quelqu'un d'autre. J'éteignis la télé, mais le mal était déjà fait. Dès la mi-journée, mon téléphone, toujours entre les mains du personnel hospitalier, vibrait sans cesse avec des alertes. Des proches dont je n'avais plus de nouvelles depuis des années postaient des commentaires vagues sur la loyauté familiale sur les réseaux sociaux. La seule chose que mes parents n'avaient pas prévue, c'était la trace écrite. Amanda Rennes, la procureure chargée de mon dossier, demanda une brève rencontre cet après-midi-là. Elle entra avec un dossier fin et un regard posé. Je me doutais qu'il tenterait ça, dit-elle en posant le dossier sur ma table. À l'intérieur, des impressions, des extraits de mes dossiers médicaux, des photos des IRM et une image tirée de la vidéo de Marcy, celle où les mains de Kevin sont sur mes épaules. Son expression était tout sauf ludique. Je publie ça à la presse, dit Amanda. Pas encore la vidéo complète, mais assez pour montrer qu'il y a des preuves. J'ai aussi inclus une déclaration sur les résultats médicaux, des fractures à différents stades de guérison ne sont pas le résultat de la maladresse. Ce soir-là, un autre type de reportage fut diffusé. L'image fixe resta à l'écran pendant près d'une minute alors que le présentateur lisait la déclaration d'Amanda. Les journalistes répétèrent des phrases comme « schéma de blessure » et « incohérence dans la version de la famille ». À la tombée de la nuit, la fraternité de Kevin annonça son exclusion. Son université prononça une suspension en attendant l'issue du procès pénal. Les commentaires en ligne commencèrent à changer, pas tous en ma faveur, mais suffisamment pour percer le mur que mes parents essayaient de construire. Allongée dans la chambre d'hôpital plongée dans la pénombre, j'entendais des voix dans le couloir, Evelyne criant de colère, Grant bas et tendu, suivi du bruit de la porte qui s'ouvrait. Amanda revint le lendemain matin, cette fois avec Tessa. J'avais une pile de carnets à spirale sur mes genoux, les couvertures pliées pour avoir été cachées pendant des années sous des lattes de plancher ou au fond de tiroirs. Je les leur tendis sans hésiter. Ils sont datés, dis-je. Chaque fois que quelque chose arrivait, je l'écrivais, ce qu'ils faisaient, ce que mes parents disaient après. Tessa en feuilleta un, ses yeux s'arrêtant sur une page où mon écriture était tremblante et penchée. C'est détaillé, dit-elle doucement. Nous pouvons nous en servir. Plus tard, Amanda revint avec des nouvelles, nous avons ajouté des chefs d'accusation de négligence contre vos parents. Et j'ai trouvé 2 autres personnes. Ils disent tous 2 avoir subi un comportement similaire. Bousculade, enfermement dans des pièces, saisie trop forte. Ils sont prêts à témoigner. C'était étrange d'entendre parler de sa violence envers les autres. Comme les pièces d'un puzzle que je contemplais depuis toujours et qui finissait enfin par s'assembler. Dans l'aile de rééducation, mon kinésithérapeute, Marcus, m'accueillit avec des barres parallèles. Voyons ce que vous pouvez faire, dit-il. La première fois que j'ai mis du poids sur mes jambes, la douleur était assez vive pour me troubler la vue. Marcus restait près de moi, prêt à me rattraper si je faiblissais. Un pas à la fois, disait-il. Chaque mouvement semblait être une lutte contre tout ce que ma famille m'avait dit,
Trop sensible, trop dramatique, trop faible. Je serrai les dents et fis un autre pas, mes mains agrippant les barres si fort que mes articulations me faisaient mal. À la fin de la séance, la sueur coulait dans mon dos, mais j'étais debout. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Quand je suis retournée dans ma chambre, Amanda m'attendait. La date du procès est fixée, dit-elle. Le tribunal semblait plus petit que ce que j'avais imaginé. L'air épais de murmures étouffés alors que je prenais place à la barre. Amanda me fit un bref signe de tête avant de s'avancer. Marie, pouvez-vous nous parler de votre relation avec votre frère? Je parlais lentement, m'assurant que chaque mot était stable. Je leur parlais des années de bousculade, de crocs en jambes, d'accidents qui laissaient des bleus et des os brisés, des fois où j'avais essayé de parler et où on m'avait traité de dramatique. Je décrivis la chute à la maison du lac en détail, mes mains serrées sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Quand Amanda eut fini, l'avocat de Kevin, maître Harlan, se leva avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. N'est-il pas vrai que vous avez été traité pour anxiété et dépression? Oui, dis-je, parce qu'être victime d'abus est déprimant. Il essaya de présenter mes journaux intimes comme des exagérations, suggérant que je me souvenais mal des événements. Peut-être que ces incidents ne se sont pas passés comme vous le pensez, dit-il. L'IRM ne ment pas, répondis-je, et la vidéo non plus. Amanda appela le premier témoin, Tara, l'une des ex-petites amies de Kevin. Elle garda son regard fixé sur le jury en disant, « Il m'a poussé dans un escalier. » Des hoquets de surprise parcoururent la salle. 2 autres témoins suivirent. Un ancien coéquipier décrivant le tempérament de Kevin, un voisin se souvenant de disputes qui finissaient par des portes qui claquent et des pleurs. Finalement, Kevin monta à la barre. C'était de la chahutage, dit-il en haussant les épaules. Les frères et sœurs se battent. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Amanda s'appuya sur le pupitre. Donc, vous admettez que vous avez porté la main sur elle? Il remua sur son siège. J'ai peut-être perdu mon sang-froid. Sa voix resta égale. Vous avez perdu votre sang-froid, et votre sœur a fini avec une colonne vertébrale fracturée. Ce n'est pas du chahut, monsieur. C'est de la violence. La mâchoire de Kevin se contracta, mais il ne répondit pas. Quand je quittai la barre, je croisai le regard d'un juré qui fit un léger signe de tête. Le verdict fut rendu après moins de 3 heures de délibération. Quand ils revinrent dans la salle, personne ne bougea. Je gardais mes mains jointes sur mes genoux, les yeux fixés sur la présidente du jury. Coupable sur toute la ligne, dit-elle. Violences aggravées, schéma 2. Maltraitance, violation de l'ordonnance de protection. Chaque mot tomba comme une pierre dans une eau calme, créant des ondes à travers la salle. Kevin regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. L'expression d'Amanda ne changea pas, mais ses épaules se détendirent légèrement. Le juge prononça rapidement la peine, 2 ans de prison ferme, 5 ans de sursis, inscription obligatoire au fichier des auteurs de violences. Puis vint le tour de mes parents, sursis pour négligence et mise en danger, stage de parentalité, thérapie imposée par le tribunal. Le visage parfaitement maquillé d'Evelyne ne scia que lorsque le marteau retomba. À la sortie, le couloir était bondé de journalistes et de membres de la famille. J'étais à mi-chemin de la sortie quand Evelyne se planta devant moi. J'espère que tu es heureuse, dit-elle, la voix basse mais tremblante de fureur. Je suis libre, lui dis-je. Ça suffit. Elle cligna des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à une réponse, puis tourna les talons et disparut dans la foule.
Amanda apparut à mes côtés. Nous parlerons là. Semaine prochaine de l'audience sur les dommages et intérêts, dit-elle. J'acquiesçai, mais mon esprit était déjà ailleurs, loin de ce bâtiment. Loin de leur voix. Je marchai vers les portes. L'air hivernal s'engouffra par là. Vitre quand quelqu'un l'ouvrit. Tante Ruth attendait au pied des marches. J'ai emménagé chez Tante Ruth 2 semaines après le verdict. Elle avait déjà préparé une chambre, peint les murs d'un gris doux et mis des draps frais sur le lit. Ce n'était pas juste de l'espace. C'était de la sécurité. La thérapie a commencé. Immédiatement. Cette fois, avec quelqu'un qui écoutait au lieu de me diagnostiquer une hypersensibilité. Nous avons travaillé sur les souvenirs un par un, démantelant le réflexe d'excuser ma propre douleur. Au printemps, j'ai écrit un essai intitulé « La chute qui m'a sauvé la vie ». Amanda m'a aidé à le faire publier dans un grand journal national en quelques jours. Ma boîte mail s'est remplie de messages de personnes ayant grandi avec un frère ou une sœur. Enfants dorés. De parents ayant réalisé trop tard qu'ils avaient manqué les signes. C'est devenu la base de mon travail de plaidoyer. J'ai pris la parole. Dans des écoles, des centres d'hébergement et des centres communautaires. Racontant mon histoire dans l'espoir que cela brise le silence pour quelqu'un d'autre. Chaque fois que je me tenais devant un public, je me souvenais de ce que l'on ressentait en étant allongé sur ce sol, ignoré. Alors, je parlais. Plus fort. 1 an plus tard, j'ai emménagé dans ma cité universitaire. Lors de ma première nuit, je suis restée au bas de l'escalier central, regardant vers le haut. Ma poitrine s'est serrée, mais pas par peur. J'ai grimpé lentement, chaque pas assuré. Le bois était solide sous mes pieds. Au sommet, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma cousine Lily, ma prof a lu ton article en classe. Elle dit que tu es une héroïne. J'ai souri et répondu, pas une héroïne, juste quelqu'un qui a dit la vérité. Puis j'ai marché le long du couloir vers ma chambre. Le rire de nouveaux amis s'échappait d'une porte ouverte, et j'ai laissé ce son m'entraîner vers l'avant.